Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 13 juillet 2024, il est midi en France et 19h au Japon et on est ensemble ce samedi pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de Konora à l'exception de toutes les autres. Ça faisait un bon mois qu'il n'y avait pas eu d'émission pour cause, comme certains et certaines ont pu le suggérer en commentaire d'actualité politique un peu chargée. Il a fallu s'investir sur pas mal de terrains en même temps et tout ça n'était pas tout à fait compatible avec la tenue de l'émission. J'aurais beaucoup de choses à vous raconter à ce sujet, mais en attendant, nous voilà de retour pour Soft Power et pour faire ensemble le tour et l'analyse de l'actualité pop culture de la semaine passée. Le tout, vous l'avez pas oublié, j'espère, en chanson, puisque l'émission sera accompagnée, comme à votre habitude, de bandes originales d'animés. Et émission, il y aura tout l'été par ailleurs, normalement le vendredi de 10h à midi, sauf quand c'est un autre jour, vous en avez l'habitude. Alors prenez vos aises, écoutez Soft Power à la plage ou pendant vos manifestations devant l'Assemblée nationale. Dans tous les cas et dans la mesure du possible, je serai là pour vous y accompagner ce mois de juillet et ce mois d'août. Bref, nouveau numéro de Soft Power, donc 58e de l'émission, les gens. Une émission très compliquée à travailler cette semaine, j'ai pas pu vraiment m'y mettre, je n'ai pu m'y mettre que cette nuit, pour ne rien vous cacher. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'en suis sûr. Je reviendrai plus fort pour les prochaines semaines. Vous pouvez en être convaincu. Et 58e émission aujourd'hui intitulée « Au départ, l'Amérique n'était qu'une poignée de colonies maigrichonnes. Maintenant, c'est le pays le plus costaud de toute la planète. » Ça fait réfléchir. Daniel Hugo, les gens, no pain, no gain, puisque cette semaine, on s'intéressera, une fois n'est pas coutume, à un redoublage, celui du Avengers original de Joss Whedon de 2012, mais pas n'importe quel redoublage, les gens, puisqu'il s'agit d'un redoublage par les acteurs et les actrices originaux en langue Lakota, dans un grand mouvement désintéressé de soutien et de revitalisation de la langue, ce qui serait certainement très chouette, si précisément il ne s'agissait pas de la langue Lakota. Je vous expliquerai tout ça. On montera dans quelques attractions du côté de Disneyland Californie afin d'en descendre très vite et de tout casser pour préparer une future grève qui s'annonce historique pour le parc d'attractions. Une petite actualité qui me permettra de faire le pont avec un livre que j'ai dévoré la semaine dernière. Vous verrez, préparez-vous en tout cas à vous énerver. Ce sera la fameuse news nerf en plot de la semaine. On feuillettera ensemble, et ça pourrait vous surprendre, les nouveaux billets de banque émis par le Japon la semaine dernière, occasionnant de nouvelles iconographies pour les billets de 1000, de 5000 et de 10 000 yens. Vous pourrez croire que ça n'a pas trop de lien avec les thématiques de l'émission, et pourtant, il n'y a pas beaucoup plus soft power que dans l'âme que l'iconographie des billets de banque, et vous verrez que ces nouveaux billets japonais ont beaucoup à nous raconter. On ragera un coup joueurs et joueuses que nous sommes devant l'énième augmentation des prix du service Xbox Game Pass, le fameux Netflix du jeu vidéo, qui, en plus de prendre encore des PC d'as, prendra aussi le parti cette fois de trahir l'une de ses promesses originelles, ce qui n'est pas sans rappeler la tendance suivie par bon nombre d'autres plateformes de streaming ces derniers mois et ces dernières années, tendance pour laquelle il faudra peut-être jeter un coup d'œil au passé pour pouvoir un petit peu lorgner vers le futur. On jettera également un coup d'œil rapide aux premières images de Cat Size, l'adaptation en prise de vue réelle du manga culte de Tsukasa Rojo. Des premières images pas tout à fait ragoûtantes pour cette série, il est vrai, mais une stratégie menée désormais on ne peut plus claire d'internationalisation de ces contenus par le groupe TF1. On en reparlera, les gens, mais pour reprendre le rythme de l'émission, après un bon mois de pause, il faut le dire, je vous propose de retrouver les bonnes habitudes et d'attaquer avec la bande-annonce de la semaine. Alors équipez-vous de votre glaive, les gens, enfilez votre bouclier par mula, faites briller votre armure et n'oubliez pas bien sûr d'appliquer avant tout combat du lait protecteur SPF 50+, sensitif Corinne de Farm. Vous en aurez besoin, les gens, vous en aurez plus que besoin lorsqu'il s'agira des heures durant et en plein cagnard de lutter pour du pain et pour des jeux. Je me souviens de ce jour. Je ne l'ai jamais oublié. Le jour où un esclave a pu se venger d'un empereur. Où es-tu né? Je ne sais pas. Je n'ai connu ni père ni mère. Je ferai de toi mon instrument. Qui es-tu? Entends-tu la foule? C'est le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. Le Colisée. Parce qu'ils ne croient tous qu'en une chose, le pouvoir.
Général Acacius, de grandes victoires nous attendent. Rome a tant de sujets, elle se doit de les nourrir. Ils n'ont qu'à manger la guerre. Harrison! Lui! La reine change les esclaves en gladiateurs. Et les gladiateurs en hommes libres. Tu as quelque chose en toi. Je l'ai su dès le début. C'est vrai ça. Une rage. Cette rage est un cadeau. Ne pensez qu'à une chose! Survivre! Tous ensemble, quand il charge, courez vers le mur! Maximus, 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 il te réclame, le général qui est devenu un esclave, l'esclave qui est devenu gladiateur, le gladiateur qui défia un empereur. Une histoire extraordinaire. Maintenant, le peuple veut savoir comment elle se termine et sans doute que le peuple ne s'attendait pas à ce qu'elle se termine 24 ans plus tard avec ce Gladiator 2 dont vous venez de voir les premières images. Gladiator 2, les gens, suite du Gladiator originel de Ridley Scott de 2000, tout est dans le titre, film qui tout en revisitant le genre du péplum, avait également revisité les caisses de DreamWorks et d'Universal Pictures à l'époque, avec ses 450 millions de dollars de recettes au box-office pour un seul budget de 103 millions. Les caisses, oui, et le prestige, puisque le film avait également remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur, et pas celui de la meilleure musique, malgré le travail titanesque d'Hans Zimmer à l'époque, film qui avait participé aussi de lancer un Gladiator Effect, une Gladiator Mania, notamment aux États-Unis, où bon nombre d'œuvres liées de près ou de loin à l'histoire romaine et à l'histoire classique avaient connu un sacré rebond dans les ventes. Et il était donc pas tout à fait étonnant que soit mis en chantier très vite une suite pour ce Gladiator, et ce dès 2001 pour l'entame des discussions qui vont s'orienter dans un premier temps en 2003 vers un film centré sur Lucius, le fils secret de Maximus, protagoniste du premier film, avant de patauger pendant des mois, notamment sous la pression de Russell Crowe, l'acteur ayant incarné Maximus, qui souhaitait que son personnage revienne dans l'histoire. Un peu compliqué, si vous vous souvenez de la fin du premier film. Et là, je vous fais déjà un aparté, puisqu'il faut que vous entendiez au moins une fois cette histoire dans votre vie, les gens. En 2006, alors que ce projet de suite s'embourbe, Ridley Scott et Russell Crowe ont approché le musicien Nick Cave du groupe Nick Cave and the Bad Seeds, qui avait scénarisé une fois au chalet un film de John Millcoat à la fin des années 80. Nick Cave qui écrit alors un premier jet qui va fuiter quelques années plus tard. Préparez-vous, c'est du petit lait. Maximus est au purgatoire où il rencontre les dieux romains qui craignent que le Christ les supplante. Après une courte conversation, ces dieux entreprennent de ressusciter Maximus, à condition que celui-ci mène sa nouvelle mission à bien, tuer le Christ et ses disciples. Oui. Et je vous passe tous les détails, mais puisque le personnage de Maximus dans cette nouvelle histoire était devenu immortel, en tout cas dans ce nouveau script, le film finissait à l'époque moderne avec une contre-plongée sur Maximus qui travaillait désormais au Pentagone. Gladiator 2. Fin de l'aparté, les gens. Fin de l'imparté. Bon, vous imaginez bien que tout ça a été mis à la poubelle à laquelle il a été mis feu qui a été éteint par de l'acide fluorhydrique illico presto, et ce par l'entièreté du staff, par Nick Cave convaincu d'avoir écrit, comme il le dit lui-même, un chef-d'œuvre anti-guerre, ralentissant de fait une fois de plus le projet Gladiator 2, a fortiori que 2006, les gens. C'est aussi une période de graves difficultés financières pour DreamWorks Pictures, qui détenait les droits et qui va prendre le parti de les céder, eux et de nombreux autres droits d'autres de leur propriété intellectuelle, pour mieux envoyer tout ça dans l'escarcelle de Paramount Pictures. Il faudra attendre 2017 pour que le projet d'un Gladiator 2 soit finalement relancé. Ça va encore s'empêtrer quelques années en attendant entre autres de savoir s'il fallait ramener ou non le personnage de Maximus, si Chris Hemsworth devait ou non intégrer le casting, et le tout est finalement revenu en production au début des années 2000, suite notamment à un travail de réécriture du script par David Scarpa, qui avait auparavant travaillé avec Ridley Scott sur Napoléon. Résultat, ce Gladiator 2, dont vous venez de voir les quelques premières images, où Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen et Denzel Washington tiendront le pavé, et on l'en suivra 2 décennies après les événements du film original, et dans une forme de soft reboot. Par ailleurs, vous l'aurez compris, le périple
périple de Lucius, petit-fils de l'ancien empereur romain Marc Aurèle et fils de Lucilla, dont le pays va être envahi par les soldats dirigés par le général Marcus Acacius, forçant au passage Lucius à devenir esclave, puis gladiator. C'est complètement Gladiator 1, les gens, mais sans Hans Zimmer, puisque c'est l'un de ses anciens assistants, Harry Gregson Williams, un habitué des productions Ridley Scott, avec qui il avait travaillé sur Le Dernier Duel, sur House of Gucci ou encore sur Seul sur Mars, qui s'occupera de la musique. Et que dire les gens de ces premières images, si ce n'est que je crois que j'aurais préféré un gladiateur immortel travaillant à la CGT. Tout ronfle un peu le film de 2000. On a des trahisons, des vengeances, des conspirations, des batailles navales et des requins dans le Colisée. Et je me trompe sans doute, mais il me semble qu'on aura exactement le même rapport douteux aux questions de moralité, à l'identité du guerrier, au spectacle de la violence, à la force nécessairement liée à l'honneur. Le tout baigné par des paysages et des décors exotiques qui mettent l'accent sur la confrontation avec le danger comme extérieur et souvent inconnaissable. Mais bon, les gens, oubliez ce que je viens de dire, il y a littéralement une scène avec un gladiateur chevauchant un rhinocéros. C'est déjà l'Oscar du meilleur film 2025, l'Oscar du meilleur film 2026 et celui de 2027, où j'espère que Paul Mescal recevra la Légion d'honneur de notre président Léo Mans. Bravo en avance à lui, bravo, bravo. Et ce que montrent notamment les gens, ces premières images de Gladiator 2, c'est que tout déborde de pognon. Et du pognon, oh oui, ça en a coûté, initialement prévu pour un budget de production de 165 millions de dollars. Le film est allé toucher les 310 millions de dollars en fin de tournage, notamment du fait d'une interruption de 5 mois en raison des grandes grèves de l'année dernière à Hollywood en 2023. Plutôt la grève que le glaive, très clairement, les gens. Et si ces 310 millions peuvent sembler énormes, et ça l'est absolument, il faut quand même préciser que la production de ce Gladiator 2 a reçu près de 47 millions d'euros de rabais d'incitation cinématographique de la part de Malte. Tiens. Malte, les gens parfois considérés comme un paradis fiscal en raison de son système fiscal plus qu'avantageux pour les entreprises, pour les particuliers fortunés, pour les youtubeurs et autres crypto-bros. Il faut dire que le pays peut être plus qu'attrayant avec son impôt sur les sociétés à 5%, son absence de taxes sur la fortune, sur la succession, sur les donations, sur les crypto-monnaies et ses milliards de manque à gagner pour tout un tas de pays dont la France. Bref, Malte, les gens, mais je suppose que l'ami Ridley et que le reste du staff de Gladiator 2 y étaient surtout allés pour la beauté des plages et pour ses paysages maltais, bien évidemment. 46,7 millions d'euros de ristourne pour être un peu plus précis, un chiffre colossal, absolument colossal, juste le rabais le plus important et de loin accordé pour une production cinématographique au sein de l'Union européenne, les gens. Une aide qui s'inscrit dans le grand programme maltais plus que généreux d'incitation à la production sur le territoire en échange d'une colossale remise de 40%, à tel point que le producteur exécutif de ce Gladiator 2, Hayden Elliott, a déclaré que le programme maltais était, je cite, la remise en espèces la plus généreuse du monde. Rien que ça, généreuse à tel point que le vérificateur général aux comptes, Charles Degara, a fustigé la commission cinématographique de Malte derrière cette ristourne pour son extravagance dans l'utilisation des fonds publics, a fortiori qu'il relevait déjà dans un rapport de 2020 sur les comptes publics que celle-ci manquait étonnamment de contrôle interne efficace. Tiens donc. Alors, l'argument de cette fameuse commission, les gens, vous le connaissez, c'est que le programme permettrait de développer l'industrie cinématographique locale, mais aussi d'injecter des millions et des millions dans l'économie du pays. Sauf que dans le détail, c'est pas tout à fait ce qu'on a observé avec ce Gladiator 2. Une grande partie de cette remise a été utilisée pour faire venir des travailleurs et des travailleuses de l'étranger, pour louer ou importer du matériel non maltais, ou encore pour payer une partie des salaires colossaux de certains membres de l'équipe, Ridley Scott et Denzel Washington en tête. Bref, autant de dépenses qui n'ont pas toujours été soumises à taxation locale, et c'est un euphémisme que de le dire, si bien qu'il est estimé que sur les 46,7 millions d'euros finalement versés, c'est un petit peu moins de 10 millions d'euros de bénéfices qui devraient revenir à l'économie maltaise et donc aux Maltais. Et ça, dans le meilleur du meilleur des cas, ces 10 millions d'euros étant une projection très généreuse qui ne prend pas en compte que les grèves d'Hollywood ont poussé la production de ce Gladiator 2 à se mettre en pause et à laisser l'immense plateau de tournage de Fort Ricasoli occupé, non utilisé pendant des mois, empêchant au passage la location à d'autres productions, elles plus petites et évidemment non touchées par la grève. Et tout ça, les gens s'intègrent dans une problématique plus large des dépenses publiques maltaises de cette fameuse
fameuse commission cinématographique, le journal Times of Malta que je suis allé éplucher, ayant rapporté que l'organisation des Malta Film Awards en 2022 avait coûté des millions en argent public et avait surtout servi de plateforme pour promouvoir les ministres du Parti travailliste à l'approche des élections générales, a fortiori que les commandes directes de panneaux d'affichage, de scènes, d'accessoires, de performances et d'autres besoins provenaient des mêmes fournisseurs que ceux des événements du Parti travailliste. Ça se dit confita interesse en maltais, si jamais vous vous posiez la question. Et ça sans parler, toujours selon le Times of Malta, des sommes extravagantes dépensées pour offrir aux visiteurs du festival des sièges en classe affaires, pour les héberger dans des 5 étoiles ou pour leur mettre des chauffeurs à disposition. Bref, comme toujours, les gens, il ne suffit pas de dire magiquement que ça va nourrir l'économie locale et que ça va participer d'un tourisme cinématographique en hausse pour que ce soit vrai, a fortiori qu'au-delà de leurs conditions d'attribution plus que douteuses et de la question du qui fournit ces aides, on pourrait rappeler, et je le fais maintenant, que ces incitations à la production cinématographique contribuent également à une forte inégalité économique en bénéficiant de manière disproportionnée aux grandes productions et aux studios de cinéma déjà prospères, plutôt qu'aux petits producteurs indépendants et aux nouveaux venus dans l'industrie, qu'elles participent de renforcer aussi les structures de pouvoir existantes et d'aggraver les inégalités dans l'industrie cinématographique, qu'elles empêchent de poser la question de leur attribution à d'autres secteurs d'activité, à des services publics essentiels ou pour soutenir directement les travailleurs et travailleuses et les communautés défavorisées, par exemple, du pain et des jeux, les gens, littéralement, et qu'elles ne disent pas grand-chose non plus de la durabilité à long terme des emplois ou des avantages économiques que l'on dit qu'elles apporteraient à la région une fois la production terminée. Bref, les gens, tout ça est à rien douteux et montre bien que les jeux du cirque, c'est pas que dans le film, en plus de montrer que les vertus stoïciennes déclamées par Marc Aurèle dans le premier Gladiator, justice, vérité, tempérance et courage, auraient également tout intérêt à trouver une application politique. Et là, vous me rappellerez bien évidemment qu'il y a un gladiateur sur un rhinocéros dans une arène et que tout ceci justifiait bien cela, et vous auriez peut-être raison. Dans tous les cas, Gladiator 2, ce sera le 13 novembre 2024 dans les salles françaises et probablement quasi en même temps dans les salles maltaises, histoire de profiter du film et des plages maltaises en scandant glaive à la main, justice, vérité, tempérance, courage et régulation. Japan will see newly designed banknotes going into circulation for the first time in 20 years. Some people are excited. Others are already having problems. Ça, et je décris pour celles et ceux qui écouteraient l'émission en podcast, c'est un billet de 10 000 yens, l'équivalent d'environ 58 €. Le simple fait de faire la conversion, là, ça me donne envie de me rouler en boule sous la douche, mais éteinte pour la facture d'eau. Bref, un billet de 10 000 yens avec la trombine de Yukichi Fukuzawa. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La trombine de Yukichi Fukuzawa, un des grands penseurs de l'ère Meiji, souvent considéré comme l'un des fondateurs du Japon moderne, quoi que ça veuille dire, et qui a accessoirement travaillé à l'import de théories racistes au Japon à la fin du 19e. Eh bien, Yukichi Fukuzawa, les gens, Yukichi Fukuzawa, c'est fini. Sayonara. Gokigenyo Okamari no Suzuki, bye bye, puisque la semaine dernière a marqué au Japon le début de la mise en circulation de nouveaux billets japonais de 1000, de 5000 et de 10 000 yens. Exit à terme Yukichi Fukuzawa, mais aussi l'écrivaine Ichiyo Higuchi et le bactériologiste Hideo Noguchi, qui pour l'instant ont bien sûr toujours cours légal. Et bienvenue aux médecins et bactériologistes fondateurs du département de médecine de l'université Keio, Shibasaburo Kitasato pour les billets de 1000, l'éducatrice Umeko Tsuda pour les billets de 5000 et l'entrepreneur Eiichi Shibusawa pour les billets de 10 000. Le tout dans une esthétique légèrement repimpée pour l'occasion, avec des chiffres agrandis pour une meilleure lisibilité de leur valeur nominale, mais surtout avec l'ajout d'un patch et de bandes holographiques tridimensionnelles qui montrent les portraits sous différents angles lorsqu'ils sont inclinés, afin d'intensifier, nous dit-on, la lutte contre la contrefaçon. Alors, il pourrait vous sembler assez étonnant que je vous parle le billet de banque dans une émission très axée sur le soft power et sur la pop culture, et pourtant, les gens, s'il y a bien un domaine qui relève profondément du soft power et qui est pourtant peu retenu comme tel, c'est bien celui de l'illustration des billets de banque dans un pays, en ce que celles-ci sont avant tout des choix politiques, comme en témoigne une partie de la littérature sur l'identité nationale, comme imagination institutionnalisée d'une communauté nationale autoproclamée en ce qui concerne ses frontières humaines, territoriales, ses idéaux et ses principes d'action. Vous connaissez. Littérature qui, depuis maintenant quelques années, s'intéresse davantage
davantage à l'étude des objets matériels du quotidien en tant que site de production et d'expression des cultures et des identités nationales. Et quoi de mieux, les gens, quoi de mieux que l'iconographie des billets de banque comme témoin d'incursion directe d'un État dans d'innombrables interactions ordinaires, a fortiori que contrairement aux timbres postaux ou aux drapeaux, il est d'autant plus intéressant d'étudier ces billets de banque en particulier que leur iconographie est à un moment T en nombre limité. Il existe simultanément qu'une petite poignée de billets différents. Et depuis que le Japon a émis son premier billet de banque en 1885, seuls 53 types de billets ont été imprimés jusqu'à présent. Et ces billets ont l'avantage aussi d'être redessinés périodiquement, au moins pour des raisons techniques, notamment pour lutter, comme je vous le disais, contre la contrefaçon, amenant ainsi l'État à se poser à nouveau la question de savoir comment se représenter, comment représenter la nation, ses valeurs, etc., constitutives de cette fameuse identité nationale fictionnelle. Et c'est ce qu'on a pu observer notamment, par exemple, dans bon nombre de pays européens, où au fil des décennies, il a été constaté visuellement sur les billets une progressive dispersion du lieu légitime de l'action sociale. En gros, on est passé à des représentations de l'État, à des représentations de la société, de certains groupes, de certaines classes, à des représentations d'individus, puis de plus en plus en lien avec la culture et de plus en plus non étatiques. Je pourrais aussi évoquer la présence de plus en plus marquée de femmes sur les billets ou la postmodernité des billets en euros, avec ses portes, ses fenêtres, ses ponts censés représenter différents âges et styles d'un passé européen commun. Et le Japon a jamais été en reste dans tout ce travail de représentation sur les billets de banque. L'iconographie du yen a longtemps été une vision étatiste, monotone, proche du dollar américain. Sur les 46 billets imprimés avant 1950, c'est pas moins de 45 d'entre eux qui ont été codés comme reflétant des objectifs traditionnalistes, avec leur représentation des dieux ou d'autres figures appelant un Japon traditionnel et millénaire, même s'il est toujours intéressant de rappeler que les premiers billets de banque japonais ont été conçus par Edoardo Chiodsone, un Italien. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays a conservé des représentations traditionnalistes, mais cette fois en employant des figures humaines. On y trouve des politiciens, notamment de la Restauration, de l'époque Meiji, notamment comme Tomomi Iwakura, Kirobumi Ito ou encore Itagaki Taisuke. Je vous passe les détails, vous avez compris l'idée. Et il faudra attendre les années 80 pour que l'iconographie japonaise, l'iconographie des billets de banque japonais, se cale en partie sur l'iconographie européenne. Petit contexte historique, les gens, pour que je vous fasse mieux passer le lien entre iconographie des billets de banque et volonté politique. À la fin des années 70, les autorités japonaises entreprennent d'annuler les contrôles traditionnels du pays sur les investissements directs étrangers et les mouvements de devises. L'idée, c'est d'ouvrir très largement le pays à l'international, et au même moment, certains bureaucrates s'intéressent à l'émission d'une nouvelle série de billets en yens et commencent à travailler dans ce sens. Quelques mois après, ils sont rejoints par le ministre des Finances Michio Watanabe, qui pousse dans ce sens et fait de la révision des billets de banque son projet personnel, sa vision personnelle, qui partageait à l'époque avec Yasuhiro Nakasone, le chef de sa faction au Parti libéral-démocrate, une vision qui était celle d'une nation qui prendrait sa place en tant que membre à part entière au club des pays développés, partageant à la fois leurs valeurs et leurs pouvoirs. Et si je vous dis qu'il s'agissait de s'inspirer des billets de banque européens, c'est pas juste une vue de l'esprit, puisqu'un participant du ministère des Finances de l'époque se souvient ce moment où il s'est assis autour d'une table avec d'autres. Ils étaient là en train de regarder des billets de banque européens, mais aussi australiens. Je le cite, « Nous avons également regardé le billet vert américain, mais la plupart des gens disaient qu'il s'agissait d'un billet de banque très primitif et également très fragile à la contrefaçon. Personne n'a essayé d'en imiter le style. Résultat, des billets tout beaux, tout neufs, mis aux normes internationales, évidemment plus fins, plus esthétique, et surtout la représentation de personnalités culturelles japonaises modernes, marquant l'engagement du Japon en faveur de plus d'internationalisation. Je vous passe tous les détails sur les polémiques autour du choix des femmes sur ces billets, puis du lore quelques années plus tard autour de la production d'un billet de 2000 yens qui a bien existé dans les années 2000 et qui a plutôt bidé dans l'ensemble pour que sa production s'arrête. Et nous voilà en 2024, les gens, avec 3 nouveaux visages, toujours des figures humaines, globalement des figures culturelles japonaises. Petit aparté pour dire par ailleurs qu'il avait été demandé aux Japonais à la fin des années 90 par des enquêtes ce qu'ils souhaitaient voir sur les billets de banque, et si les options impériales, militaires, étatiques ont obtenu assez peu de suffrages, l'option figurative postmoderne, non humaine, très proche des billets en euros, était de plus en plus populaire chaque année, au point de dépasser celle des figures culturelles du pays. Comment le trésor local a répondu ? Je vous laisse imaginer.
en continuant de proposer des enquêtes chaque année, mais tout simplement en retirant l'option pas de figure humaine du tout, ce qui mathématiquement a fait monter l'option figure culturelle. Hein. Yes, très bien, vous voyez qu'il y a un même rapport au vote en France et au Japon, c'est excellent. C'est pas ce que j'avais en tête quand on parlait d'amitié franco-japonaise, mais soit, fin de l'aparté. 3 figures culturelles, donc les gens pour ces nouvelles moutures 2024, le médecin et bactériologiste Shibasabulo Kitasato, l'éducatrice Umeko Tsuda et l'entrepreneur Eiichi Shibusawa, comme je vous le disais précédemment. 3 visages loin d'avoir été choisis au hasard, hein, puisque les 3 ont bénéficié dans leur vie d'une formation internationale avant de ramener leur savoir de pointe au pays, et 3 visages ayant été choisis avant tout, hein, comme l'a souligné le Premier ministre Fumio Kishida lors de la réunion d'information conjointe avec le gouverneur de la Banque du Japon, pour représenter le capitalisme japonais, l'autonomisation des femmes et l'innovation scientifique et technologique comme vraiment adaptée à la nouvelle ère. Un message entièrement tourné vers les investisseurs et autres capitalistes en interne, bien sûr, mais aussi tourné vers l'étranger afin de toujours vendre plus un Japon moderne, de haute technologie, innovant, travaillant sur son égalité homme-femme. Le pays étant classé 125e sur 146, clairement il y a du boulot, mais aussi et peut-être surtout pour soutenir la campagne de Fumio Kishida autour du New Capitalism, son grand projet de société qui vise à stimuler la croissance économique du Japon en augmentant les salaires, en investissant dans l'innovation et la transformation verte et en créant une grande classe moyenne. Le New Capitalism, les gens, le nouveau capitalisme, incroyable, avec ses grandes réformes du marché du travail. Je vous passe les détails. Nouveau capitalisme, c'est vraiment Sarkozy en 2007. J'ai changé parce que les épreuves de la vie m'ont changé. Mais en fait, c'est toujours lui avec des valises libyennes au cul. Bref, de nouvelles iconographies absolument politiques, les gens, et qu'ils sont d'autant plus que les délits liés à la contrefaçon des billets de banque au Japon étaient en baisse ces dernières années et qu'il ne s'agissait donc pas de foncer tête baissée vers la production de nouveaux modèles. Mais que voulez-vous quand votre carte de visite politique va ainsi entrer dans de si nombreux foyers, et ce à quelques mois d'une potentielle dissolution du Parlement japonais et donc d'une réélection du Premier ministre? Ça peut vite faire réfléchir, et c'est pas une blague. Voilà, si vous passez au Japon dans l'année, les gens, vous aurez très certainement la possibilité d'en avoir de nouveaux exemplaires, plus de 5 milliards de billets étant déjà en circulation, et la prochaine fois que vous paierez en espèces, quelle que soit votre monnaie, je suis sûr que vous repenserez à cette chronique pour Soft Power. En tout cas, je vous en fiche mon billet. It's been more than a year since Xbox. It's been more. Hey, you started it with "it's been." You did that. It's been. Why would you do that, man? It's been more than a year since Xbox Game Pass received a price hike, so I think we're about due, right? No, not really. Anyways, Microsoft seems to think so, though, as they've recently announced changes coming to this service, and yes, that includes a price increase. Now, as reported by Windows Central, Xbox Game Pass Ultimate will go from $16.99 a month to $19.99 in the US. Now, PC Game... News pour vous dire que si vous êtes comme moi utilisateur ou utilisatrice du Game Pass, alors il se pourrait bien que j'ai 2 mauvaises nouvelles à vous annoncer cette semaine. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le Game Pass, c'est ce Netflix du jeu vidéo, ce service d'abonnement proposé par Microsoft qui s'est très longtemps construit sur 2 arguments forts: un prix mensuel très bas et la mise à disposition jour 1, heure 1 de nouvelles grosses sorties des studios Xbox, quel que soit le budget investi dans celle-ci. Sauf qu'autant pour le premier point que pour le second, tout ceci pourrait bientôt se terminer, les gens. Cette semaine, Microsoft a annoncé une augmentation de prix pour les différents niveaux d'abonnement existants du Xbox Game Pass, la 2e augmentation en moins d'1 an, mais a annoncé aussi et peut-être surtout l'introduction d'une nouvelle option standard, plus abordable, qui n'inclura cette fois pas jour 1, heure 1, les nouvelles sorties des studios Xbox. Alors, pour justifier ce renoncement à ce qui était quand même le cœur de la proposition du Game Pass, Cari Perez, responsable de la communication chez Xbox, s'est empressé de monter au perchoir pour annoncer, je la cite, « Nous avons maintenu nos prix pour les consoles pendant de nombreuses années et les avons ajustés pour refléter les conditions de concurrence sur chaque marché. » Vous avez compris quelque chose? Moi, pas du tout. Quelqu'un d'autre que Cari Perez, peut-être? Ah, Phil Spencer. Phil Spencer, actuel dirigeant des Xbox Game Studios et responsable produit de la branche Xbox. On t'écoute, Phil, on t'écoute. Je te cite, « Bien que l'objectif principal soit d'offrir plus de valeur aux consommateurs, l'augmentation du prix est, je pense, inévitable. Nous avons récemment augmenté nos prix, mais la décision a été prise après mûre réflexion. Nous pensons qu'il est important de fournir des services dont la valeur est reconnue, même si les prix augmentent. » J'ai pas compris. Phil, il nous faut un cap clair, Phil. On va pas refaire une Cari Perez, là. Bref,
Au-delà de la blague, les raisons, on les connaît. Rationalisation des coûts, augmentation des coûts d'exploitation, suivi de la concurrence, un gigantesque rachat d'Activision Blizzard King pour 68,7 milliards de dollars et la nécessité de quelques pesetas supplémentaires pour les actionnaires. Autant de raisons qui ont amené, qui amènent et qui amèneront encore à des augmentations de prix et à des diminutions qualitatives du service pour un prix donné. Une tendance largement suivie, on en a déjà parlé dans l'émission, par de nombreuses plateformes de streaming très adeptes de cette fameuse stratégie dite de pénétration des prix, une stratégie bien connue qui amène les entreprises à réduire leurs prix jusqu'à atteindre des niveaux quasiment inférieurs à la valeur du marché, une stratégie mise en place et utilisée par les nouvelles entreprises en face de forte croissance qui sont prêtes à absorber les pertes initiales, considérées comme un sacrifice nécessaire pour gagner des parts de marché et attirer les clients loin des concurrents. Une fois ces parts de marché acquises, la suite, vous la connaissez, la concurrence est en partie brisée et la clientèle globalement captive. Il est alors possible de régulièrement augmenter les prix jusqu'à des niveaux qu'il aurait été impossible de tenir au démarrage de l'entreprise. Bref, je vous en parle pas plus. Les gens, on en a déjà beaucoup parlé dans Soft Power, en tout cas des effets d'une telle stratégie, entre autres en termes de pratiques anticoncurrentielles, d'aggravation des inégalités économiques, d'effets très concrets sur les petites entreprises bien en incapacité de rivaliser et en termes d'exploitation des travailleurs et des travailleuses afin de maintenir un temps les prix les plus bas possibles. Non, si je vous en parle aujourd'hui, les gens, c'est pour tricher un petit peu et pour vous parler de FinCine. En août de l'année dernière, la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes d'Hollywood, avait publié un rapport intitulé The New Gatekeepers, How Disney, Amazon and Netflix Will Take Over Media, dans lequel était décrit précisément le paysage actuel d'Hollywood et les dangers de l'intégration verticale croissante au sein de l'industrie. Intégration verticale en ce que les studios possèdent progressivement et de plus en plus désormais la production, la distribution et l'exposition de leurs produits, et notamment ces plateformes en ligne type Disney+, Amazon, Netflix et le Xbox Game Pass également. Et dans ce rapport, il est fait mention de FinCine, dont je voulais vous parler. FinCine, c'est un ensemble de règles sur les intérêts financiers et la syndication abrogée, mais qui pourrait et qui devrait, il me semble, nous donner des idées pour l'avenir. Petit coup de DeLorean, je vous explique. Dans les années 50, Hollywood s'adapte doucement mais sûrement aux nouvelles règles antitrust et à l'évolution d'un paysage de l'industrie du divertissement où la télévision a pris une importance toute nouvelle et toute particulière, avec à sa tête trois grandes sociétés de diffusion, la NBC, ABC et CBS, trois grandes sociétés récentes, encore peu comprises, qui n'étaient pas soumises à la même surveillance antitrust qu'au cinéma et qui ont profité des années 60-70 pour consolider leur pouvoir et imiter les pratiques d'intégration verticale des studios hollywoodiens dans les années 40, avant que ceux-ci soient frappés par les lois antitrust des années 50. En gros, elles produisaient leurs propres émissions de télévision dans leurs propres studios, qu'elles diffusaient ensuite sur leurs différents réseaux, le tout poussé par des pratiques anticoncurrentielles, par exemple en limitant les cases de grande écoute à leur seule production maison, ce qui faisait mathématiquement que les plus modestes productions de sociétés indépendantes n'avaient plus que les cases horaires aux revenus publicitaires éclatés. Et tout est bien allé dans le meilleur de monde pendant quelques décennies, dans ce grand marché de concurrence contrainte, déloyale et faussée, jusqu'à ce que l'autorité de la concurrence intervienne et établisse ces fameuses règles FinCine, des règles qui ont notamment interdit aux diffuseurs de ne pas détenir des intérêts financiers perpétuels dans leur émission au-delà de leur première diffusion. En gros, ils ne pouvaient pas posséder leurs émissions pour toujours, des règles qui leur imposaient également d'obtenir la permission des producteurs des émissions de diffuser celles-ci, qui leur interdisaient de créer leur propre division de production, qui leur interdisaient également d'occuper plus de 50% de temps d'antenne avec leurs propres émissions, etc., etc. Bref, un ensemble de règles qui, une fois appliquées en quelques années, ont de fait amené à l'avènement d'une forme d'âge d'or de la télévision. Souvenez-vous, on en avait parlé lors de la dernière émission, lorsqu'on parlait de l'âge d'or des séries policières. C'est exactement ces années-là, un âge d'or qui a poussé à plus de production indépendante, à la création de nombreux nouveaux emplois, à plus de variété dans les types d'histoires proposées aussi, notamment avec le succès de la câblo-diffusion quelques années plus tard. Sauf que la suite, les gens, vous l'imaginez déjà, en raison de pression financière continue, de lobby, de travail de lobby, de diverses difficultés rencontrées aussi par l'autorité de la concurrence, notamment suite à la création de Fox Broadcasting Company en 1986. Je ne rentre pas dans les détails. Ces règles FinCine ont finalement été abrogées au milieu des années 90, invitant de nombreuses entreprises à réadopter au plus vite des structures verticales jugées beaucoup plus rentables, à commencer par la Walt Disney Company qui à l'époque va sauter sur l'occasion très fort en rachetant le réseau ABC pour 19 milliards de dollars. Puis plus tard, vous connaissez l'histoire, Pixar, Marvel
Marvel, Lucasfilm, 20th Century Fox et Hulu, mais aussi plus précisément Amazon aussi, avec ses technologies Fire TV et Styx en 2014, avec ses chaînes Amazon en 2015 et Freevee en 2019, et en achetant finalement les studios MGM en 2022 pour 8,5 milliards de dollars. Et on pourrait parler des acquisitions de Netflix, autant de studios que des acquisitions d'entreprises matérielles ou logicielles pour toujours plus verticaliser leur process de production, ou parler de Xbox, pourquoi pas avec son Game Pass, dont le rachat d'Activision Blizzard King fait office de cas d'école de la verticalité. Sauf que précisément, comme le précisait ce rapport de la Writers Guild of America, ces entreprises qui intègrent verticalement voient bien sûr leurs profits s'élever, exploser même, mais elles mettent en œuvre en parallèle des pratiques d'exploitation qui accroissent les inégalités économiques, les mauvaises conditions de travail et uniformisent très largement les œuvres proposées. Et alors que cette semaine, on apprenait également que Paramount Global allait finalement bien fusionner avec le studio de cinéma indépendant Skydance après 6 mois de négociations pour un accord valorisé à 28 milliards de dollars, et sachant que Paramount possède déjà le réseau de télévision CBS et des chaînes telles que MTV, Nickelodeon et Channel 5 au Royaume-Uni, il serait peut-être temps, il me semble en tout cas, de ressortir les règles FinCine du placard et de les remettre en avant, tout comme les décrets Paramount interdisaient en leur temps aux producteurs de posséder leurs exploitants et les règles FinCine les exploitants de posséder leur production. Il est sans doute bien temps, il me semble, de travailler à une réglementation visant à grand minima une séparation nette des studios de production des services de streaming. Sinon quoi, ceux-ci termineront de cannibaliser l'industrie en la monopolisant, moyennant quelques pénalités risibles devant les tribunaux en cas de problème mineur. Vous connaissez. Bref, cette petite actualité autour du Game Pass rappelle que plus que jamais, du point de vue de la régulation, il faut un cap clair. On ne va pas refaire dans la mollesse les gens. Il est temps qu'il y ait un rapport de force. Et voilà les conditions. Il est 19h47 au Japon et 12h47 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement du vendredi 10h midi, mais aujourd'hui, encore une fois, exceptionnellement, du samedi midi 14h, actualité oblige. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine et on se retrouve juste après pour parler rapidement des premières images de Cat Size par TF1 et de comment la série s'intègre dans une stratégie plus globale du groupe d'internationalisation. On s'intéressera au mystérieux et un rien douteux projet de redoublage du film Avengers de Joss Whedon en langue Lakota. Il y aura un peu d'histoire à faire pour bien comprendre ce qui bloque à mon sens, et on ira lever le poing et se donner des petits coups de tête dans le mur en soutien aux potentiels futurs grévistes de Disneyland Californie, dont la description des conditions de travail devrait continuer de vous engager sur 6 générations. Allez, on en reparle juste après la pause musicale de ce nouveau numéro de Soft Power. Bonne écoute les gens.
Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. VOD et version audio ou comme toujours, si vous appréciez l'émission, vous pouvez laisser des évaluations, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, notamment sur les plateformes de podcast pour soutenir et faire découvrir Soft Power au plus grand nombre. Vous pouvez également soutenir l'émission financièrement en me soutenant directement sur ma page Patreon, dont le lien est en description et dans le chat si vous suivez l'émission en direct. Vous pouvez également soutenir financièrement en vous abonnant à la chaîne Twitch, soit directement, soit en utilisant le sub inclus mensuellement dans votre abonnement Amazon Prime. Tous les liens du YouTube, des plateformes de podcast, du Discord de l'émission où je suis nettement plus actif que sur Twitch et où vous pouvez suivre les dates des futures émissions. Tous les liens sont évidemment en description. Vous venez d'entendre Ring Garden Magical Academy, Harvest Ritual, un extrait de la très chouette bande originale de Wisteria Wind and Sword, adaptation animée de la série de manga écrite par Fujino Omori et mise en image par Aoi Toshi, manga appuyé animé où l'on suit les aventures de Will Serford, un garçon sans talent pour la magie, pourtant en école de magie et qui va chercher à retrouver son ami d'enfance. Et quoi de mieux, les gens, quoi de mieux pour mettre en musique ce périple magique qu'une bonne bande originale de Yuki Hayashi que je ne présente plus dans l'émission. Il pourrait avoir son nom dans le générique tellement je le cite à chacune de ses nouvelles bandes originales. Yuki Hayashi, monsieur Shaman King, My Hero Academia, Haikyuu, Gundam Build Fighters, Beasthammer, dont je vous invite évidemment à découvrir le travail si ce n'est pas déjà fait et à écouter cette nouvelle bande originale dont est issu ce morceau, Ring Garden Magical Academy Harvest Ritual. C'était le titre de la semaine sur Soft Power. J'ai les nouveaux sur la mort de papa. Papa, il est mort il y a 12 ans quand sa galerie a brûlé. Quelqu'un a volé les tableaux et a foutu le feu à la galerie pour se couvrir. Ce tableau, c'est peut-être notre seule chance de découvrir si on a tué papa. Attendez, on va quand même pas devenir des voleuses pour ça. Dis-moi que t'as rien à voir avec cette affaire de voleuse là. Je veux qu'elle comprenne que c'est très mal élevé de mettre le bazar dans le trafic des autres. Je vais me les faire. Cat Size, la série événement de la rentrée, prochainement sur TF1. Filles d'aujourd'hui, enfants de la forme, nous aimons rire et danser. Vienne minuit quand d'autres s'endorment, nous devenons pour la nuit trois vives panthères qui en un éclair savent bondir sans un bruit. Sœurs et solidaires, sur terre ou en l'air, relevant tous les défis. Cat Size, signé Cat Size les gens. Cat Size comme le manga de Tsukasa Rojo et comme son adaptation culte en dessin animé dans les années 80, mais Cat Size aussi comme cette nouvelle série en prise de vue réelle créée par Michel Katz et réalisée par Alexandre Laurent, déjà derrière les très moyennes séries Les Combattantes et Le Secret d'Élise avec Bruno Benabar et Julia Piaton. Cat Size, une coproduction Big Bang Story et TF1, donc réalisée et c'est important de souligner en partenariat avec Prime Video pour la diffusion internationale et pour amortir le budget qu'on nous répète très important des 8 épisodes que composeront cette première saison d'une série prévue pour en compter 3 et qui n'en comptera qu'une à l'arrivée, on le sait. D'où aussi la promotion qui démarre très tôt malgré l'absence d'une réelle date de diffusion. Série Cat Size qui, comme vous avez pu en jauger à la vue de ses premières images, si vous suivez l'émission en direct ou en VOD, prend le parti de revoir de fond en comble l'œuvre de Tsukasa Rojo en délocalisant les aventures du futur trio de voleuses à Paris en 2023. Paris où l'on suivra les premiers pas d'Alexia, de Tam et de Cilia, respectivement interprétés par Camille Lou, par Constance Labbé et par Claire Romain, qui, après avoir retrouvé la trace d'un tableau ayant appartenu à leur défunt père, décident d'aller le voler afin de comprendre et de résoudre
résoudre le mystère de la mort de celui-ci. Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain qui seront accompagnés pour ce faire par Simon Erlacher, par Mohamed Belkir ou encore par Carole Bouquet, parce que pourquoi pas. Et je vous mentirais si je vous disais que j'étais emballé par ces premières images de Cat Size made in TF1, bien au contraire, comme il semblerait pour beaucoup de monde, sur les réseaux en tout cas, et pour cause, au-delà d'une réalisation cheap de premier abord et de dialogues compressant déjà bien peu inspirés, on a beaucoup de mal à reconnaître dans cette première présentation de cette mouture 2023 l'œuvre de Tsukasa Rojo, et beaucoup de mal également à ne pas voir dans cette proposition la seule envie de réitérer les impressionnants chiffres, notamment à l'international, de la série Lupin de Georges Kay et de François Usan côté Netflix cette fois-ci. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi Camille Lou elle-même qui l'expliquait il y a quelques mois à Télé 7 jours, en précisant qu'il s'agirait d'une série à mi-chemin entre Robin des Bois et Arsène Lupin. La proposition, les gens, c'est littéralement « Alors, c'est un garçon dans un collège, il est toujours tout seul, au récré, il s'assoit sur un banc avec un serre-tête et la tête baissée, et quand quelqu'un passe à côté de lui, il chuchote des trucs qui font mystique, et son rêve, c'est de faire partie du conseil municipal d'une ville en passe de basculer au Rassemblement National, et là, l'écran titre apparaît, boum, Naruto !» Voilà. C'est ça que j'ai eu l'impression de voir les gens. Bref, il faudra faire confiance à la production de la série qui ne cesse de répéter depuis des mois que la série, justement, multipliera au final les clins d'œil aux années 80 pour retrouver, nous dit-on, un petit peu de l'œuvre originale, comme les quelques timides notes de musique de cette bande-annonce et la présence de la fameuse carte de visite du trio semble le suggérer. Et si cette annonce d'une série 4 size chez TF1 peut surprendre, peut-être, plus de 30 ans après la diffusion du dessin animé, il faut aussi bien saisir que celle-ci se place au confluent de deux stratégies actuellement en cours chez TF1, celle dans un premier temps d'une volonté d'élargissement de son public, dans un contexte où la chaîne réalise depuis quelques années coup sur coup des performances records quant à ses cibles jeunes et opère au passage un rajeunissement de ses spectateurs et de ses spectatrices, renforçant au passage son leadership sur l'ensemble des publics de moins de 50 ans, d'où l'intérêt d'une série invoquant tout un imaginaire déjà bien installé pour des gens de ma génération et de celle d'avant, tout en profitant de l'actuel attrait pour les adaptations de manga ou d'animés en série ou en film en prise de vue réelle, tout en profitant également du succès de Lupin, comme je vous le soulignais précédemment, et de l'attrait pour la nostalgie et pour les surréférences aux années 80, mais aussi une stratégie suivie par le groupe TF1 depuis quelques années de tenter de s'imposer comme la référence en francophonie au sens large, puis à l'international. Pour ce faire, l'année dernière, la chaîne du temps de cerveau disponible annonçait la signature d'un accord avec Prime Video, précisément, pour la mise à disposition de programmes du groupe TF1 sur la plateforme, bien sûr, notamment sportifs, mais aussi pour la diffusion de programmes Amazon Original sur les chaînes du groupe TF1, comme la diffusion l'année dernière du Bal des Folles sur TMC, un film réalisé par Mélanie Laurent pour le compte de Prime Video, mais aussi pour la mise à disposition de MyTF1 sur les différentes Fire TV, etc., etc. Bref, une stratégie d'internationalisation de TF1 qui va aller en se renforçant, puisque cette semaine, le groupe a également annoncé vouloir passer à la vitesse supérieure dans le développement en parallèle de sa plateforme TF1+, lancée en janvier dernier, en ouvrant celle-ci notamment au contenu audiovisuel d'autres éditeurs, L'Équipe, Le Figaro, Deezer et d'autres encore à venir, nous dit-on, d'où l'arrivée d'une série 4 size dans le catalogue, basée sur une franchise déjà connue en France et à l'international, d'où la présence aussi très marquée dans ces différentes premières images de Paris et de la Tour Eiffel. Qu'importe au final si le manga de Tsukasa Rojo ne s'y retrouve pas, puisqu'il n'a jamais été vraiment question d'adapter 4 size en prise de vue réelle au bout du compte, mais bien de proposer une parfaite œuvre de lancement calibrée pour l'international, tout en profitant d'un japonisme encore bien présent en France et ailleurs. Quant aux qualités finales de la série Les Gens, cambriolage à suivre. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous à la diffusion de celle-ci, à une date encore inconnue, mais très probablement cet automne à la rentrée. Mais je sais pas les gens, quelque chose me dit, l'expérience peut-être, que contrairement aux 3 héroïnes du dessin animé d'origine, cette mouture 2024 de 4 size risque, elle, de pas voler bien haut. This project came out of my relationship with the Lakota people, and it was this fun thing that they wanted to do, where they wanted to take the Avengers. This crazy idea. Let's do a Lakota dub of the Avengers.
Le week-end dernier, si vous aviez cliqué frénétiquement sur le bouton actualisé sur la chaîne YouTube officielle Marvel Entertainment, déjà, il faudra peut-être envisager de consulter, mais ensuite, vous étiez peut-être tombé sur cette vidéo postée samedi dernier et sobrement intitulée Assembling the Lakota Marvel Studios The Avengers, un mini documentaire de quelques minutes mettant en avant le travail des acteurs et actrices Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Mark Ruffalo de redoublage du film Avengers original de 2012 et réalisé par Joss Whedon, mais un redoublage dans pas n'importe quelle langue, les gens, puisqu'il s'agira d'un redoublage en langue Lakota, la plus occidentale, un des 3 langues étroitement apparentées qui appartiennent à la famille des langues Sioux et qui compte aujourd'hui quelques milliers de locuteurs et locutrices en Amérique du Nord, ce qui en fait toujours l'une des plus grandes communautés linguistiques amérindiennes aux États-Unis. Un projet pas si surprenant que ça lorsqu'on connaît l'investissement de l'acteur Mark Ruffalo dans la protection des communautés Lakota et de la revitalisation de la langue, comme en témoigne ce documentaire qu'il avait produit en 2022 et qui portait sur la reconquête des Black Hills par la nation Lakota dans le Dakota du Sud et dans le Wyoming. Et pas si surprenant non plus quand on connaît la tendance de Disney à multiplier récemment les doublages de ses œuvres, a fortiori en langue autochtone d'Amérique du Nord, puisqu'on apprenait là aussi en janvier que le tout premier film Star Wars était en cours de traduction en langue Ojibwe, une langue indigène parlée du Manitoba au Québec. Et je dois bien vous avouer que quand j'ai vu cette vidéo popper dans mon fil d'actualité, j'ai eu un léger grincement de dents, les gens. Bien sûr, on pourra se féliciter qu'une telle proposition favorise la diversité, qu'elle puisse donner envie aux dizaines de milliers de Lakota qui ne parlent pas cette langue de s'y mettre, et que tout cela participe d'une mission plus large de conservation de tout un pan de la culture Lakota. Mais ce qui me gêne le plus dans cette actualité, c'est précisément qu'on parle de Lakota, dont l'histoire de ces peuples vivant dans les grandes plaines est marquée continuellement de traités et de promesses non respectées par le gouvernement américain encore aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails, et déjà après de nombreux affrontements meurtriers, le territoire de la grande nation Sioux avait été délimité aux États-Unis par les traités de Fort Laramie de 1851 et de 1868 qui promettaient que toutes les terres visées par le traité seraient considérées comme un territoire indien et que les États-Unis n'y auraient pas place, en mode alors là jamais on y va, nous on laisse tout, on met pas un pied sur ces cailloux. Tiens, c'est marrant, ce caillou là il est doré là, c'est quoi ça? Bref, à peine quelques années plus tard, les gens, vous l'imaginez bien, de l'or est découvert dans les Black Hills, ces terres considérées comme sacrées par les Lakota qui se sont toujours opposés à son exploitation minière, et de nombreux prospecteurs colons s'y sont installés les uns après les autres, se faisant régulièrement dézinguer par les Lakota, une résistance qui n'aura été que de courte durée avant la signature par le Congrès américain du financement de 2500 hommes supplémentaires pour rejoindre l'armée américaine qui, après avoir vaincu différentes bandes Lakota, a mis fin à la Grande Guerre Sioux de 1877 dans le sang. En 2 temps, en 3 mouvements, les Lakota se retrouvent confinés dans des réserves principalement entre le Dakota du Nord et celui du Sud, empêchés de chasser le bison au-delà, forcés d'accepter la distribution de nourriture désormais américaine du gouvernement, réserves qui sont toujours en place en 2024 et dont une partie du roman national américain qui tente de les faire passer pour des solutions à un problème indien, sorte de camp d'isolement, d'assimilation et de contrôle, ne doit pas faire oublier la matérialité des conditions d'exploitation qu'on y trouve dans des réserves où globalement demeure un manque de planification communautaire, où les infrastructures accusent de nombreux retards de développement et de conception inadaptées pour des communautés installées sur des terres largement inhospitalières et de plus en plus réduites, comme avec la construction du barrage de Doae où plus de 104 000 acres de terre le long de la rive est du fleuve Cheyenne ont été saisis par expropriation et inondés, ce qui a entraîné de force à l'époque le déplacement de 30% de la population avec une indemnisation claquée au sol. Et tout ça, c'est sans parler du racisme persistant à l'égard des personnes dans ces réserves, de l'absence de voix autochtones dans la culture américaine. On en parlait quelques semaines. Souvenez-vous aussi du manque d'eau et d'hygiène permanent, ou encore du taux de chômage atteignant dans certaines réserves 50% ou plus. Et je pourrais vous parler de l'éducation dans les réserves, marquée par l'histoire des internats, un gigantesque système financé par l'État conçu pour assimiler les enfants autochtones, brisant de fait leurs liens culturels et familiaux. Et je vous parle pas
pas des placements d'enfants, hein, ça va finir par vraiment vous énerver les gens. Bref, des conditions encore aujourd'hui très largement catastrophiques, d'où la naissance très tôt de mouvements d'indépendance parmi les Lakota, notamment à la fin des années 90 avec des actions menées pour des revendications territoriales sans succès, et d'où un temps au moins une forme de résistance, de résilience culturelle dans la langue Lakota, soutenue par des initiatives extérieures de protection et de revitalisation de la langue. Je vous passe là aussi les détails, mais il y a des garderies d'immersion, des cours en langue seconde mis en place, des financements mis en place, et aussi des doublages de films américains à succès par les comédiens et comédiennes d'origine. Et vous comprenez peut-être mieux et sans doute mieux maintenant ma réaction face à cette proposition de Marvel Entertainment, au-delà des questions d'appropriation culturelle à des fins commerciales, a fortiori que je précise que Disney a bien évidemment retenu des subventions pour ce projet. C'est bien un problème d'oppression et d'inégalité structurelle que subissent les Lakota depuis plus d'un siècle par cette même culture américaine qui va travailler à leur faire croire que le dialogue entre Loki et Iron Man, j'ai une armée, nous on a un Hulk doublé en Lakota, c'est drôle, et qu'en plus ça va améliorer leur vie. Le manque d'accès à l'éducation, le chômage élevé, le racisme persistant et la violation des droits territoriaux, c'est des solutions systémiques et à long terme qui sont nécessaires, pas ce qui aurait été il y a quelques années encore un bonus de DVD, a fortiori que quand même, ces grands moments de soutien pour la langue Lakota. Mais pourquoi ne pas avoir travaillé directement avec des comédiens et des comédiennes de doublage Lakota directement, a fortiori en connaissance de cause du marché du travail Lakota. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Qu'est-ce qu'on s'en tape d'écouter Mark Ruffalo intonner n'importe comment en Lakota? A fortiori que si vous voulez que les jeunes s'y mettent à la langue Lakota, peut-être que la prononciation dégueulasse de Chris Evans en Captain America, c'est pas la meilleure porte d'entrée, non? Bref, il y a, malgré certaines intentions certainement louables, les gens, quelque chose de pourri au fond de ce projet, de profondément cynique et qui empêche sur le fond de penser les nécessaires justices sociales et économiques pour les Lakota et tous les peuples autochtones. Bref, Avengers en langue Lakota, c'est déjà disponible sur Disney+, puisque bien sûr, il faudra un abonnement à Disney+, pour en profiter. J'ai une armée. Nous, on a un Hulk. Ouais, peut-être. Mais nous, on a la colonisation. Presenting 14,000 Disney cast members have scheduled a strike authorization vote for next week as negotiations for a new contract continue. Last month, the union coalition filed charges against the park, claiming workers were intimidated and faced disciplinary threats for wearing... Et on est reparti pour un tour et que vos grèves deviennent réalité. Ça, c'est une nouvelle fois la phrase que l'on devrait retrouver sur le ponton de Disneyland, puisqu'en cette décidément bien belle année 2024, Disney pourrait être confronté à la plus grande grève de l'année aux États-Unis après que des milliers de travailleurs et de travailleuses de Disneyland Californie s'apprêtent à voter le départ d'une grève historique. Et pour cause, les gens, et pour cause, avec les 3 énormes syndicats en jeu, c'est pas moins de 14 000 cast members, ces travailleurs et travailleuses qui travaillent dans les attractions, dans les restaurants, dans les boutiques, dans les coulisses de Disneyland, de Disney California Adventure, de Downtown Disney et des hôtels Disney qui sont prêts et prêtes à partir en grève pour pratique de travail déloyale. Et alors que de nouveaux contrats syndicaux sont en cours de négociation, les syndicats ayant accusé Disney, comme le précise le journal The Guardian, de discipline illégale, d'intimidation et de surveillance. Je cite la déclaration du comité de négociation de Disney Workers Rising. Nous n'accepterons pas moins que ce que nous méritons, car nous connaissons notre valeur aux yeux de Disney. Les profits des parcs à thème proviennent de notre travail acharné pour faire d'un séjour à Disneyland une expérience magique pour les visiteurs et pour les visiteuses. Et il faut dire, les gens, que le contexte est d'autant plus tendu que l'enquête menée par les syndicats plus tôt dans l'année révélait, préparez-vous, que 28% des travailleurs et travailleuses de chez Disney souffraient d'insécurité alimentaire, que 64% peinaient à payer leur loyer et que 42% prenaient des jours de congés sans solde pour se soigner faute de congés maladie, augmentant ainsi largement leur précarité. Comme le cite Colleen Palmer, une caissière de Disneyland, dans l'article de The Guardian, je la cite, certains et certaines employés de Disneyland doivent choisir entre payer leur loyer ou faire leurs courses. Certains et certaines ne peuvent pas se payer des soins médicaux. D'autres dépendent des banques alimentaires, des églises ou des compléments alimentaires. C'est un endroit où les gens veulent travailler, mais ils veulent pouvoir gagner leur vie en faisant ce qu'ils font. Et c'est pour cela que nous nous battons. Et si tout cela vous choque, à défaut de vous surprendre, les gens, sachez que tout ceci est pour la plupart le lot commun des travailleurs et des travailleuses en parc d'attractions et pas seulement chez Disney. Ça, c'est ce que j'ai découvert il y a 2 semaines à la lecture de Key Concept in Theme Park Studies, comprendre les espaces touristiques et de loisirs, un livre de l'année dernière de Florent Freytag et autres, dont je vous recommande vivement la lecture et qui aide à comprendre notamment l'univers des parcs à thème du point de vue de la recherche sur la question. Et le moins que je puisse dire, c'est que les parties relatives à la marginalisation dans les
dans les parcs à thème, mais aussi celle des conditions de travail dans ceux-ci, font largement froid dans le dos, à commencer par la confirmation de ce qui est dit par les travailleurs et travailleuses des différents pôles de Disney Californie. On apprend ainsi que le salaire moyen à Disneyland en Californie a chuté de 15% en dollars réels entre 2000 et 2017, dans l'une des zones métropolitaines les plus chères des États-Unis, qu'une autre enquête de 2018, cette fois-ci, avait révélé que sur les 5000 personnes interrogées, les 3/4 ne gagnaient pas assez d'argent pour couvrir leurs frais de subsistance, que les 2/3 étaient laissés dans l'insécurité et qu'une personne sur 10, les gens, une personne sur 10 était devenue sans abri, les gens, au cours de ces 2 dernières années. Et tout ça, c'est pas propre à la Californie, hein. Je pourrais vous rappeler les grèves répétées à Disneyland Paris, dont on avait parlé dans l'émission l'année dernière, mais aussi de Disneyland Hong Kong, par exemple, dont bon nombre de travailleurs et de travailleuses s'étaient plaints du travail physiquement pénible, de certaines pratiques de gestion inconsidérées, de visiteurs indésirables, évidemment, et de croyances contradictoires concernant l'équité sociale, la méritocratie, la règle par contrat, la règle par la loi et le libre choix dans une économie de marché. Et difficile d'avoir des libres choix lorsque vous êtes en permanence surveillé, les gens. Le livre que je vous citais il y a un instant décrivant à travers de nombreuses études que de nombreux parcs d'attractions font appel à des membres du personnel de formation de leur entreprise ou à des évaluateurs extérieurs pour effectuer des audits de localisation des employés, que par exemple ces dits audits peuvent être effectués par des membres de la direction en civil qui procèdent à des évaluations des employés tout en essayant de se fondre dans la masse des visiteurs du parc pour tester entre autres la sécurité, la convivialité, l'attitude et la connaissance des informations sur le parc, qu'une telle surveillance dans nombre de parcs peut également s'étendre à la surveillance des employés en ligne et sur leurs réseaux sociaux, que de nombreux parcs d'attractions encouragent également les employés à se surveiller les uns les autres et récompensent même les bonnes performances et offrent même aux visiteurs, des opportunités d'identifier les employés particulièrement bons ou mauvais. Attendez, c'est pas fini, que dans les parcs à terme Disney, la surveillance sur scène du comportement des employés est menée par des sortes de superviseurs de zone aux techniques de surveillance plus ou moins secrètes. Certains d'entre eux privilégiant une vue quasi panoptique depuis des nids d'aigles cachés dans le parc, d'autres préférant encore se faire passer pour des touristes, faisant des tours fantômes dans des attractions ou utilisant même des caméras pour documenter les écarts. C'est une dinguerie, c'est pas fini. Cette surveillance peut se faire aussi par des questionnaires très intrusifs, pouvant aller jusqu'à explorer la vie sexuelle des employés. Bref, autant de possibilités pleinement employées chez Disney qui alimentent un fort sentiment d'être surveillé et à juste titre chez beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles, ce qui rappelle un peu cette déclaration de Fred Thompson, un cofondateur et propriétaire de Luna Park de Coney Island au début du XXe siècle. Ça remonte un peu, mais ça n'a pas trop changé, qui écrivait, je le cite pour la culture, même si encore de beaux restes il me semble, la courtoisie de l'employé est aussi nécessaire que la décence du visiteur. Si j'entends qu'un de mes employés est mécontent d'une insulte proférée par un visiteur, je le congédie. Je lui dis qu'en tant qu'il porte mon uniforme, il me représente et que je suis la seule personne qui peut être insultée à l'intérieur de ses portes. Bonne ambiance, les gens. Et je pourrais vous parler également des longues heures de travail, des conditions météorologiques extrêmes, des exigences psychologiques et sociales liées aux interactions avec les employés et les visiteurs, les relations difficiles entre la direction et les employés, ainsi que les bas salaires et autres non-avantages sociaux, ou encore de toute la stratégie de Disney d'employer massivement des travailleurs étrangers, des stagiaires, faisant ainsi du logement temporaire un élément clé de ces contrats, rendant encore davantage dépendants ces travailleurs et travailleuses, et accessoirement les rendant bien évidemment disponibles bien souvent au-delà de leurs heures de contrat. Autant de raisons, les gens, autant de raisons qui, au-delà de tout ça, créent un grand nombre de frictions au travail. Les travailleurs et travailleuses de ces parcs à thème tentant régulièrement de se venger des visiteurs ou de leurs employeurs en violant délibérément les règles du lieu de travail dans la confrontation publique, privée, dans l'application excessive des procédures de sécurité, dans le fait de ne pas suivre les scripts ou même d'alerter directement la presse sur les conditions de travail. Non, définitivement les gens, définitivement grosse ambiance. Et là j'ai volontairement circonscrit à Disneyland, mais dites-vous que le livre regorge et dégorge d'autres exemples en tout genre. Alors, tout ça n'est pas tout noir non plus, les gens, en raison de la forte densité de personnel dans les parcs. Les syndicats ont souvent joué un rôle clé dans la définition de l'environnement de travail et de ces travailleurs et de ces travailleuses et ont régulièrement pu faire reculer les lignes, notamment chez Disney. Même si la couverture médicale pour les conjoints vivant avec des employés gays et lesbiennes est arrivée très tard par rapport à d'autres entreprises du genre, Disney, entreprise woke, évidemment, encore une fois, la preuve par 10, syndicat
Syndicats qui vont donc être très actifs sur toutes ces questions, et notamment en France, où Disneyland Paris a historiquement, et continue de le faire par ailleurs, tenté d'importer les modes de travail américains, Disney ayant initialement demandé au gouvernement français, dans ses premières années de négociations autour du parc, d'être exempté tout simplement de l'application du droit français. Au moins, c'était clair, le cap était clair. Syndicat d'autant plus costaud en Californie que la récente érosion des normes salariales leur a permis d'occuper le devant de la scène et d'accroître ainsi considérablement leur visibilité publique, leurs adhérents, leur nombre d'adhérents et leur victoire. À voir les gens s'il en sera de même cette année grâce à cette très potentielle grève historique qu'on continuera de suivre dans Soft Power. Et tout ça viendra très vite puisque le contrat syndical actuel a expiré le 16 juin et les votes d'autorisation de grève, eux, devraient être publiés le 20 juillet prochain. C'est très très bientôt. Lâchez rien les gens et vous obtiendrez tout. Tu veux dire que tout ça nous appartiendra, Alex? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière, et l'endroit qui est dans l'ombre aussi. Ouais, ça aussi, on prend. C'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu reparler de Palworld. Oui, Palworld, vous vous souvenez, ce jeu qui ne copiait absolument pas la franchise Pokémon et qui n'avait absolument pas été développé dans des conditions de production plus que douteuses. Ce Palworld, oui, qui caracolait en tête des ventes à sa sortie avec son chiffre colossal de plus de 2,1 millions de joueurs et de joueuses simultanés qui, en janvier, s'étaient empressés en ligne de tirer de grandes salves de roquettes sur ces adorables Pikachu et autres salamoches avant de les envoyer travailler à la chaîne pour produire toujours plus et participant au passage de faire de Palworld le deuxième jeu le plus populaire sur Steam de tous les temps, se payant même le luxe aujourd'hui encore, 6 mois plus tard, de topper le rond les chiffres de 90 000 joueurs et joueuses en ligne simultanée. C'est énorme et tout ça est bien loin d'être fini puisqu'on a appris cette semaine que Pocket Pair, le développeur derrière l'IA derrière le jeu, se lançait dans la constitution d'une grande franchise Palworld, à commencer par le développement de nombre de premiers produits dérivés en partenariat avec Sony Music Entertainment. Pourquoi pas, au sein d'une nouvelle société fraîchement créée pour l'occasion, Palworld Entertainment Inc., et en s'associant notamment à la chaîne de magasins Nippon Aniplex dans un premier temps. Voilà, on verra, même s'il y a fort à parier que les 6 mois qui sont écoulés entre le pic du succès du jeu et maintenant ont été utilisés à bon escient pour aller contacter tous les juristes possibles et préparer tous les problèmes juridiques qu'on peut déjà imaginer avec Nintendo qui, devant des armadas de peluches gare aux puces, pourrait finalement bien se décider avec son armée d'avocats à franchir le polygon. Affaire à suivre. On aurait pu aussi rappeler ce chiffre, les gens, 3,5 millions d'euros. C'est donc bien ce qu'il en coûte de défendre coûte que coûte la main qui nous nourrit, puisqu'avant-hier, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'amende record qui avait été infligée par l'Arcom à la chaîne C8 après que son animateur expert des orifices animaliers Cyril Hanouna a copieusement insulté le député Louis Boyard dans une émission en novembre 2022. Alors oui, je sais, on peut en être très très surpris, mais oui les gens, oui, je vous assure, le Conseil d'État a retenu que les termes abruti, tocard, t'es une merde constituaient bien des injures. Je sais, ça fait un choc. Clairement, les gars avaient raison depuis le début, surtout que la seule défense de C8 était de dénoncer une erreur d'appréciation. Les gars avaient abandonné, clairement. Bref, une bonne nouvelle qui fait du bien en ces temps sombres, a fortiori qu'elle s'accompagne d'une autre bonne nouvelle, puisque le Conseil d'État a également maintenu l'amende de 500 000 euros infligée toujours à la même émission pour un invité ayant cette fois évoqué la consommation d'une prétendue drogue à base de sang d'enfant par certaines personnalités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rappelle par ailleurs qu'en ce moment, l'Arcom, le régulateur des médias, examine les candidatures pour le renouvellement et l'attribution des fréquences de la TNT, la télévision numérique terrestre. Candidature incluant précisément les chaînes du groupe Bolloré, C8 et CNews dont il faudra déterminer du maintien ou non sur les dites fréquences. Il est peu probable que les chaînes soient éjectées, mais écoutez les gens, l'espoir fait vivre. On aurait pu revenir sur le film Vice Versa 2 qui ce mardi est juste devenu le film Pixar le plus rentable de tous les temps au box-office mondial, dépassant ainsi Les Indestructibles 2 pour atteindre 1,252 milliards au box-office, faisant également de lui pour le moment le film le plus rentable de l'année, mais aussi le 4e film d'animation le plus rentable de tous les temps. Il reste plus qu'à faire tomber Super Mario, La Reine des Neiges 2 et très improbablement Le Roi Lion qui culmine à 1,663 milliards de dollars.
Bravo Pixar, bravo, félicitations à vous. Vous avez fait du bon taf. En tout cas, vous aviez fait du bon taf, puisqu'en mai dernier, on apprenait qu'environ 14% des effectifs du studio, soit environ 175 travailleurs et travailleuses, avaient été licenciés dans le cadre d'un mouvement global chez Disney de rationalisation des coûts et de retour à la qualité, comme l'a précisé à de nombreuses reprises Bob Iger, le président directeur général de The Walt Disney Company. Une volonté de retour à la qualité, d'où la taillade de 14% de la masse salariale du studio. Évidemment, ça fait sens, évidemment. Surtout que Pixar avait plutôt bien marché l'année dernière avec son Elemental, qui avait rapporté là aussi plus de 500 millions de dollars dans le monde en salle avant de tout cartonner dans un second temps en streaming. Mais on veut de la qualité, il paraît, quoi que ça veuille dire. On aurait pu parler basketball également, puisqu'il a été annoncé cette semaine que la NBA avait accepté les termes d'un nouvel accord média, un accord record de 11 ans et d'une monstrueuse valeur de 76 millions de dollars qui entrera en vigueur pour la saison 2025-2026. Comprenez grosso modo que les matchs seront plus diffusés que jamais, puisqu'au-delà des classiques ESPN et autres ABC, il faudra désormais compter sur NBC et sur Amazon Prime, ce qui manquera pas de faire le lien avec tout ce qu'on avait pu dire sur le positionnement récent des plateformes de streaming vers le live d'un côté et vers le contenu sportif d'un autre. Voilà, je vous en parle pas plus parce que moi, le basket, à part savoir qu'il faut faire tomber toutes les quilles avec un fleuret, j'ai jamais trop bien compris les règles. On aurait pu revenir, écoutez ça les gens, c'est intéressant, sur le nouveau protocole mis en place par le CNC en France, le Centre National du Cinéma, quant à la sélection des Oscars, suite aux retombées catastrophiques de la décision prise l'année dernière par le Centre de ne pas proposer la Palme d'Or Anatomie d'une chute pour la catégorie du meilleur long métrage international, pour lui préférer La Passion de Dodin Bouffant, qui est reparti clairement le ventre vide, contrairement à Anatomie d'une chute, présenté par un distributeur américain qui est reparti avec l'Oscar du meilleur scénario original, et ça sans compter les tonnes de prix glanés dans tout un tas d'autres compétitions. Un choix plus que douteux du CNC de ne pas présenter Anatomie d'une chute aux Oscars, sans doute motivé à l'époque par tout un tas de raisons artistiques, critiques, stratégiques, je veux bien le leur donner, mais aussi, comme beaucoup l'ont relevé, politiques, notamment en réaction au discours de Justine Triet, la réalisatrice du film, où celle-ci accusait le gouvernement et le président de la République de vouloir casser l'exception culturelle française. Un comble pour le Centre National du Cinéma, qui par essence devrait pourtant défendre ce genre de discours, mais les pressions politiques arrivent vite, a fortiori quand le président du CNC est nommé directement par le président de la République après avoir participé de financer sa campagne présidentielle. Bref, nouveau protocole mis en place, censé éviter à l'avenir ce genre de bourde internationale, et aussi parce que Dominique Boutonnat, président du CNC, vient d'être condamné à 3 ans de prison pour agression sexuelle et qu'il a dû démissionner de son poste. Ce Dominique Boutonnat qui a été nommé par Emmanuel Macron. Évidemment, on en a beaucoup parlé dans les médias, évidemment. Pas du tout. Bref, il y aura désormais 11 membres contre 7 maintenant, avec 5 suppléants, histoire de multiplier les points de vue et les débats. 11 membres nommés désormais pour 2 ans contre 1 an maintenant. Et surtout, le président du CNC qui n'assistera plus aux réunions en tant que sélectionneur, mais cette fois uniquement en tant qu'observateur. On veut éviter une boutonnat au maximum. Et tout ça pose pas mal de questions, puisque les membres du comité de sélection sont traditionnellement nommés par le ministre de la Culture. Et si vous suivez comme moi l'actualité en France, vous savez qu'il n'est pas tout à fait dit qu'on puisse dire qui sera le ministre de la Culture au moment de la nomination. Bref, affaire à suivre. Là aussi, on aurait pu parler de Crunchyroll, les gens, ça faisait longtemps, qui a annoncé avoir désactivé la section commentaires de ses articles d'animé et d'actualité. Une réponse radicale à la capacité de la plateforme à modérer ses commentaires et à embaucher des modérateurs et des modératrices aussi. Une capacité qui avait un peu atteint les bords du vase la semaine dernière, où la page de l'animé Twilight Out of Focus avait été ensevelie de commentaires homophobes pendant l'Anime Expo. Écoutez, sans surprise, une réponse éclatée à une problématique réelle. Réponse qui va continuer d'atomiser les spectateurs et les spectatrices, déstructurer les fandoms, déjà bien peu aidés par les habitudes de ces plateformes, au contenu surchargé, misant souvent sur l'absence de synchronicité ou jouant le manque de pérennité du contenu. Et on aurait pu parler également de ces 2 projets, les gens dont je vous diffuse quelques extraits maintenant. C'est parti pour le premier, vous allez voir, c'est sympa comme tout. Justice League ならぬヤクザリーグだ。笑えない冗談だ。Ça s'appelle Batman Ninja vs Yakuza League. C'est réalisé par Junpei Mizusaki et Kamikaze Douga. C'est la suite de l'étonnant Batman Ninja de 2018 et ça a l'air plutôt cool. Et
pour le deuxième projet. Je voulais rapidement vous montrer simplement la bande-annonce. Okay. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, now McLaren, all have a speed on the straights. Our shot is battling in the turns. We need to build our car for combat. How am I supposed to make that safe? Who said anything about safe? Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Ça, les gens, c'est F1 de Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun Maverick. Ça se voit énormément à l'écran. C'est un projet Apple TV+, avec Brad Pitt et sur fond de musique d'Hans Zimmer. Sur le papier, ça a l'air chouette. Sur la piste, ça a l'air un peu moins chouette. Mais on verra peut-être ça dans une autre émission, puisqu'il est déjà l'heure de passer aux recommandations de la semaine, les gens. Seulement 3 cette semaine, puisque j'ai clairement manqué de temps. Prenons un A, par exemple. Donc là, on est d'accord, tout le monde le voit en blanc. Mais quelqu'un ayant la synesthésie graphème couleur, en plus de le voir blanc, associera automatiquement une couleur à cette lettre. Et dans ce cas particulier de synesthésie, c'est souvent le cas pour toutes les lettres et tous les chiffres. Chacun de ces graphèmes va se voir attribuer une couleur spécifique. Mais attention! Parce que pour qu'il s'agisse d'une réelle synesthésie, il faut plusieurs critères. La couleur doit être perçue de façon involontaire, automatique, additionnelle et sans effort mental. Ouais. Bon, en gros, quand vous voyez la lettre, la couleur pop dans votre cerveau et vous pouvez rien y faire. Cette couleur, elle doit être restée la même depuis toujours et pour toujours. Quoi de mieux pour bien commencer les recommandations de cette semaine qu'une vidéo comme je les aime, en ce sens qu'elle a le cœur, qu'elle a à cœur d'établir un vrai lien entre ce qu'elle montre et ce qu'elle raconte. C'est 100 fois mieux qu'un podcast qui se fait passer pour un live Twitch. Établir le lien entre ce qu'elle montre et ce qu'elle raconte, en tout cas ce qu'elle essaie de montrer, puisque la semaine dernière, la très chouette chaîne Scar Blonde Animation, que je vous avais déjà recommandé dans l'émission il y a quelques mois, s'est intéressée à la question de la synesthésie. La synesthésie, vous le savez sans doute, surtout si vous voyez mes innombrables cheveux en couleur, c'est ce phénomène neurologique par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés de manière durable. Il y a tout un tas de synesthésies possibles et l'une d'entre elles, largement décrite dans la vidéo, concerne la synesthésie graphème-couleur, l'association lettres, chiffres et couleurs ou caractères. Et pour moi qui vois tristement la vie en monochrome, cette vidéo est une petite entrée sensorielle dans une des nombreuses façons de voir le monde qui représente toutes nos subjectivités. C'est joli, ça sonne bien et ça colore bien d'étranges couleurs dans ma tête. C'est la première recommandation de cette semaine dans Soft Power. Jacques Cardoz, c'est juste le dernier d'une longue série de gens très sérieux qui se sont convertis peu à peu aux règles du plateau d'Hanouna. Oui, touche pas à mon poste, c'est une émission qui passe ses journées à chier sur la gauche, à inviter l'extrême droite et à mettre en scène des débats écrits à l'avance pour reprendre les thèmes des fachos. Mais surtout, c'est passionnant de la voir reprendre le fonctionnement du fascisme en son sein. Cette politique esthétisée, cette violence ouverte où tout le monde y passe et pourtant tout le monde continue de venir. C'est passionnant de voir... Vous connaissez désormais les nouvelles règles de l'émission, règle numéro 48 des conditions générales d'utilisation de Soft Power. Si une nouvelle vidéo pop sur les chaînes de la team Scholbegeek ou sur la chaîne de H, elle doit impérativement être recommandée dans l'émission sous peine d'en voir l'hôte invité de force à un dîner cassoulet champagne avec Édouard Philippe. Je ne ferai jamais ça, ce pourquoi je m'exécute avec hâte pour cette nouvelle et encore une fois excellente vidéo de la chaîne H qui cette semaine s'est intéressée au pouvoir de fascination du fascisme, autant pour ce qu'il projette en amont que pour ce qu'il génère après la prise du pouvoir. De Squid Game à Fight Club, en passant par Touche pas à mon poste et autres dissolutions de l'Assemblée, H se questionne sur notre rapport au fascisme, à la violence, à la révolution, à la révolte aussi, et même aux vidéos de la team Scholbegeek, histoire de boucler la boucle. Encore une mistress class de la part de H que je vous recommande cette semaine, et vivement les gens, vivement la prochaine. J'exagère à peine, vous allez voir pourquoi. En fait, leur objectif, c'est de renvoyer en miroir
miroir toute la misogynie qu'elle subit. En gros, tout le forum, il est dédié à insulter des hommes, les dénoncer comme le plus grand mal de l'humanité et dire à quel point ce sont des sous-êtres. Leur logo le plus emblématique, c'est celui-là, c'est celui que je montrais tout à l'heure. Et la signification, c'est juste de dire que les hommes, quand même, ils ont une petite. Des fois, sous des posts, elles écrivent juste 6.9, qui est, devinez, la taille moyenne du booby coréen. Juste ça, le fait qu'elles le font partout, elles ont juste à poser une image et les hommes explosent de rage. C'est de la magie noire. Ce phénomène de Megalia... Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mouvement 4B, mouvement féministe en Corée du Sud qui appelle à ne plus avoir de rencard, à ne plus coucher, à ne plus se marier, à plus avoir d'enfants avec des hommes? Non? Oui? Qu'en est-il? Eh bien, dans tous les cas, ça tombe bien, puisque dans cette dernière vidéo, Aléa fait ce que bon nombre de médias, pourtant parfois avec pignon sur rue, n'ont pas pris le temps de faire, contextualiser, en reliant le mouvement 4B aux histoires de rapports de force en Corée du Sud, au mouvement féministe sur place, aux politiques sociales du pays, à une misogynie de plus en plus marquée et radicale, tout en prenant soin de décrire certains mouvements, parfois transphobes, qui traversent le mouvement 4B. Bref, de loin, la meilleure vidéo sur le sujet, c'est recommandation les yeux fermés, mais réouvrez-les quand même pour pouvoir suivre la vidéo. Dans l'enfer de la Corée, le mouvement 4B, c'était déjà la dernière recommandation de la semaine, lien en description. C'est la fin de ce Software. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, vendredi de 10h à midi. Et j'essaie de reprendre les bonnes habitudes. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de ce numéro de Software ou que vous souhaitez réécouter les anciens, direction le format audio sur toutes les plateformes de podcast et le format vidéo sur la chaîne YouTube intitulée Lex Tutor. Mais vous inquiétez pas, tous les liens sont en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 58e numéro de Software, votre matinale pop culture préférée de Konora, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve vendredi prochain et en attendant, comme toujours et peut-être plus que jamais, vous le savez, prenez soin de vous, regroupez-vous, puis moi je vous dis ciao.